Bonjour tout d'abord. Écoutez, le retour des Français expatriés en France, moi je veux le faciliter, notamment sur tout ce qui relève évidemment des formulaires administratifs, mais aussi de la sécurité sociale. J'ai été informé de situations où certains Français ne jouissaient pas de leurs droits et justement attendaient qu'il y ait une simplification dans ce domaine-là. Je veux favoriser les conditions d'un retour paisible et harmonieux en France, notamment dans le fait de pouvoir jouir pleinement de ses droits sociaux, et de son droit à l'assurance maladie, de ce droit à la retraite, évidemment. Non, il se pose toujours dans les débats présidentiels la question de l'impôt qui serait un impôt national dû par tous les nationaux, quel que soit leur lieu de résidence. Ce n'est pas une solution que j'ai retenue. Les États-Unis procèdent ainsi. Moi, je ne souhaite pas demain que chaque Français paye un impôt finalement à la nation, même quand il est expatrié. Cependant, ça ne m'empêchera pas de mettre en œuvre une politique de lutte contre l'évasion fiscale qui sera résolue et qui ira débusquer les exilés fiscaux quand certains cherchent à échapper à l'impôt dû à la France en partant à l'étranger. Les Français de l'étranger ne bénéficieront pas du revenu universel. En fait, le revenu universel ne s'adresse qu'aux résidents en France. Il sera mis en œuvre pour toute personne de plus de 18 ans à partir du 1er janvier 2018. Ceci pour ceux qui ne gagnent rien ou gagnent jusqu'à 2200 € net de salaire ou de revenus liés au travail, puisque cela concernera aussi les commerçants, les artisans et les travailleurs indépendants. Comment cela sera-t-il financé? Par différentes mesures, mais pas un euro de plus prélevé par un impôt supplémentaire sur les ménages n'ira financer le revenu universel. C'est une mesure de redistribution des richesses qui sera principalement fondée sur la lutte contre l'évasion fiscale, un certain nombre de mesures d'économie dans les dépenses de l'État, mais également un nouvel impôt qui lui pèsera sur les super profits bancaires. J'observe aujourd'hui que les banques françaises ont retrouvé une belle santé financière et économique, qu'un certain nombre d'entre elles sont installées dans les paradis fiscaux où elles réalisent de considérables bénéfices. Moi, j'entends que ces super profits bancaires soient mis à contribution à hauteur de 5 milliards d'euros pour financer le revenu universel d'existence. Bon, d'abord, l'Europe, elle ne s'est pas arrêtée en juin 2016 avec le départ des Britanniques de l'Union européenne. La négociation, elle est ouverte aujourd'hui. Moi, je veux évidemment préserver les intérêts des Français qui sont en Grande-Bretagne. Il me semble qu'il n'y a pas de désir des Britanniques d'encourager un exode des Français vers la France ou un retour des Français vers la France. Se pose quand même la question d'un certain nombre d'accords bilatéraux qui devront sans doute être rediscutés pour garantir nos intérêts respectifs. Mais pour ce qui me concerne, je veux surtout dire l'importance qu'il y a de relancer le projet européen. Le problème du projet européen, c'est l'austérité. Il faut la mettre en minorité. Pour la mettre en minorité, il faut démocratiser la zone euro. C'est une des principales propositions que je fais, la démocratisation de la zone euro grâce à la création d'une assemblée parlementaire de la zone euro qui déciderait demain des politiques d'harmonisation fiscale, de convergence budgétaire. Et l'essentiel de mon énergie sera de fabriquer l'Europe, là où on a laissé finalement l'Europe se défaire à coup de politique libérale, et on l'a laissé se disloquer, faute de volonté politique, faute de projet politique intégrateur. J'ai mis sur la table 3 propositions. L'Europe de la défense, qui nous amènera à continuer à discuter avec les Britanniques, parce que les coopérations militaires et industrielles dans ce domaine-là sont extrêmement intenses avec les Britanniques. Ils veulent la poursuivre, je le souhaite également, et cela va dans le sens aussi de la défense européenne, qui est aujourd'hui indispensable si nous voulons anticiper ce que pourraient être les prétentions de la Russie, anticiper le désengagement américain. Première proposition, donc l'Europe de la défense. La seconde, c'est la question d'un traité de l'énergie. Je veux reprendre l'inspiration qui avait été celle des fondateurs de l'Europe avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, en faisant en sorte qu'un traité de l'énergie permette le développement des énergies renouvelables dans l'Europe et la part de celle-ci dans notre mix énergétique. Et dernière proposition que j'ai déjà transmise à nos partenaires allemands, à nos partenaires européens, à la Commission européenne, ce traité démocratique de la zone euro qui visera à finalement redonner une légitimité démocratique à aujourd'hui des politiques qui sont mises en œuvre par la Commission européenne, la Banque centrale européenne, et qui échappent à toute forme de contrôle démocratique.
La fin de l'austérité. C'est l'austérité qui crée aujourd'hui le nationalisme. C'était le sens de mon échange avec Angela Merkel. Quand je l'ai rencontrée il y a de cela plus de 10 jours à Berlin, je lui ai dit ces politiques d'austérité sont en train de démanteler les modèles sociaux, de remettre en cause les services publics, et qui ne voient pas que ce recul des droits, ce sentiment que les solidarités s'affaissent ou s'effondrent, produit une réponse nationaliste. Donc la meilleure thérapie, le meilleur antidote au nationalisme, c'est la fin de l'austérité, c'est la fin de la dérégulation. Il faut revenir à des politiques de solidarité beaucoup plus fortes en Europe, à commencer par la solidarité entre États. On l'a vu sur la crise des migrants, c'est d'abord une crise de l'hospitalité et une crise de la solidarité avant d'être une crise des réfugiés. Et il me semble que le chemin est tout indiqué pour lutter contre le nationalisme, plus de solidarité, plus de redistribution en Europe, donc fin de l'austérité. Écoutez, la guerre en Syrie, elle dure depuis 6 ans. Ce qui est certain, c'est que toute solution en dehors de la légalité internationale ne fonctionnera pas. Donc il faut trouver une solution politique couverte par les Nations Unies, qui mettent toutes les parties au conflit autour de la table. Mais je veux le dire ici, la place de Bachar el-Assad n'est pas à Damas dans la solution politique à la guerre en Syrie, elle est devant un tribunal pénal international. Il n'y aura pas de solution politique avec celui qui a gazé ses propres enfants. Ça n'est pas possible. Moi, je ne hiérarchise pas l'horreur entre Daesh et Bachar el-Assad. Ils sont tous deux responsables de dizaines de milliers de morts, notamment de civils, d'innocents, d'enfants. Il faudra donc les traduire en justice. Cela étant dit, la solution, ce ne sont pas les frappes unilatérales, c'est la légalité internationale. C'est donc l'ONU qui doit dicter demain ce que sera l'accord de paix ou la solution politique en Syrie. La menace terroriste, elle est permanente. On voit qu'il n'y a pas de risque zéro. Même la Russie, qui n'est pas un État qui accorde beaucoup de place aux libertés publiques, a été récemment frappée. Donc on voit aujourd'hui que le risque zéro n'existe pas. Une meilleure coopération entre les services de renseignement européens est évidente. L'amélioration de notre propre renseignement en France avec le développement du renseignement territorial pour pouvoir exploiter les ressources liées au renseignement technologique sont autant de voies pour faciliter la lutte contre le terrorisme. Il faut ensuite sans doute soulager l'opération Sentinelle. L'opération Sentinelle, vous savez, ce sont ces militaires qui patrouillent devant nos édifices publics, devant les lieux de culte. Ces patrouilles sont réalisées par des militaires professionnels. Je pense qu'ils pourraient être utilement soulagés et pourraient être affectés à des tâches où on a beaucoup plus besoin d'eux, notamment sur les théâtres extérieurs. Si la réserve opérationnelle, je pense notamment à la garde nationale et à la gendarmerie, venait pour les réservistes soulager cette opération Sentinelle. Et qu'il me soit permis, au moment où je parle de terrorisme, de dire que rétablir le service militaire obligatoire d'un mois ou de 6 mois est, à mes yeux, une très mauvaise réponse. Nous avons besoin que nos militaires se consacrent à nous protéger, pas à former des jeunes. Et d'ailleurs, les militaires professionnels ne souhaitent pas le retour du service militaire, mais qui ne voient pas surtout que demain, des jeunes appelés du contingent seraient des cibles pour les terroristes. Quand ces terroristes s'attaquent à des militaires à Orly, ils les attaquent parce qu'ils sont, à leurs yeux, des cibles. Moi, je ne veux pas qu'il y ait autant de cibles qu'il y aurait d'appelés du contingent, de jeunes qui feraient leur service militaire demain, filles ou garçons. Il me semble que c'est une très mauvaise solution. C'est coûteux sur le plan budgétaire. Les jeunes n'en veulent pas, les militaires non plus. Tout ça, ça sert à se donner des airs de chef d'État droit dans ses bottes. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Benoît Hamon, merci. Merci. C'est fini ? Ouais. Bon, écoutez, merci à vous. J'ai essayé de répondre. Il y avait beaucoup de questions. On m'a parlé de l'ambassade d'Andorre. Je veux dire que sur notre réseau diplomatique, je veux qu'il soit le plus universel qui soit. J'ai eu aussi des questions, je crois, sur l'école, la EFE. Sachez que je veux renforcer les moyens de l'éducation nationale et les conditions dans lesquelles nous détachons des enseignants à l'étranger. Je veux aussi faire en sorte que cette scolarité puisse être accessible à tous, par les bourses évidemment, mais en n'ayant pas une scolarité dont les prix soient finalement discriminants au point qu'ils ne permettent pas aux enfants de Français modestes à l'étranger de pouvoir être scolarisés dans des lycées français. Je m'intéresserai évidemment aussi à toutes les problématiques de formalité administrative. Ces questions-là sont pour moi importantes, c'est-à-dire le lien que vous conservez avec le territoire et la possibilité pour vous de pouvoir continuer à payer des impôts, le cas échéant, mais surtout à remplir des formalités qui sont des formalités précieuses et utiles dans vos vies. Toutes ces questions sont importantes, donc n'hésitez pas sur mon site internet, sur
sur ma page Facebook, sur Twitter, à me solliciter. Je répondrai directement à vos questions. Je suis très heureux d'avoir pu partager cet échange avec vous en direct à partir de vos questions. À bientôt sur benoîthamon2017.fr et surtout les médias que je développe dans le cadre de ma campagne pour pouvoir communiquer directement avec vous. Au revoir.